j'ai commencé à travailler à Contact Entreprise en avril 2010. À ce moment-là, j'étais chargé de mission au Conseil général avec un titre qui correspondait à un boulot très intéressant. J'étais chargé de l'animation des grands projets du Conseil général. Et les grands projets en question, il y en avait d'autres, mais les principaux, c'était la mise en place de l'agenda 21 au Conseil général. Claude Lys venait de regagner les élections et il était très appuyé par Garcin Malsa, qui avait mis en place un agenda 21 à Sainte-Anne et qui voulait faire la même chose au Conseil général. Donc, ils ont eu un accord et Claude Lys m'a demandé de m'occuper de la partie agenda 21 pour les services techniques. Donc, j'étais chargé de mission auprès de Christian de Verclos. C'est une des chances de ma vie. Christian de Verclos est quelqu'un de fantastique. Et j'étais chargé de mission pour l'animation des grands projets du Conseil général, Agenda 21, et puis aussi la mise en place de projets de coopération en matière de risques naturels avec la Caraïbe. Et là, j'ai monté un projet Interreg, j'ai eu l'idée, et j'étais le chef de projet en 2006 à l'époque, d'un colloque sur le changement climatique dans la Caraïbe, qui était le premier, qui s'appelait Changement climatique, la Caraïbe en danger, point d'exclamation. Et donc, je m'épanouissais dans cela. J'avais une très bonne équipe. Les ingénieurs du Conseil général c'était des gens brillants. Et je partais avec eux dans la Caraïbe régulièrement pour discuter avec leurs homologues sur place. Donc, on a travaillé en Jamaïque, à la Dominique, à Sainte-Lucie, etc., etc. Et à ce moment-là, je suis contacté par mon cousin Claude Roger Roseau, qui est membre de Contact Entreprise et membre du bureau à l'époque, et qui me dit « Écoute, on cherche quelqu'un pour le poste de délégué général de Contact Entreprise qui est libre, parce que la personne qui était à l'avant était partie. » Et moi, je me dis, tiens, pourquoi pas travailler avec des entreprises de cette manière-là. Je ne l'avais jamais fait, mais politiquement, et je crois d'abord un militant socialiste, et je travaillais avec Michel Rocard, dans le courant de Michel Rocard, qui, évidemment, met les entreprises en avant, etc. Et j'ai rencontré deux personnes qui étaient Olivier Hugues Despointes, président à l'époque, et Michel Corridon, trésorier à l'époque. On a fait une première rencontre, puis une seconde, et à la seconde rencontre, on s'est serré la main, et j'ai décidé de franchir un peu le Rubicon et passer du secteur public où j'avais toujours travaillé au secteur privé à travers Contact Entreprise. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. En fait, le monde de l'entreprise, je le côtoyais tout le temps, pendant toute ma vie, parce que dans ma famille, j'étais le seul vilain petit canard qui travaillait pour les services publics. Autrement, tout le monde autour de moi, mes oncles, mes tantes, mes cousins, quelques noms quand même, Philippe Roseau, Weldom et compagnie, Claude Roger Roseau, qui travaille pour le groupe Parfait, Paul Robert Villot, qui est un entrepreneur qui a travaillé en Martinique puis en Guadeloupe. Voilà, tout ça, et ma mère a géré, par exemple, le supermarché Unimag, qui est à l'emplacement en face de la caisse d'épargne où maintenant il y a un parking. Voilà. Et mon oncle Robert Villot est la première personne qui a introduit en Martinique un libre service. C'était inconnu en Martinique, c'est lui le premier qui a fait ça. Donc, en fait, j'ai baigné dans le monde de l'entreprise à travers les conversations, etc. J'entendais parler de la manière dont on doit gérer des conflits sociaux, la manière dont on doit travailler. C'était les conversations que j'avais pendant les repas, à table, etc. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ça m'était totalement inconnu. Mais je n'en avais jamais, j'avais jamais eu un métier à l'intérieur du système du service du privé. Et donc, c'était quand même un grand changement.
Quelle a été ta feuille de route, ta mission quand tu es arrivé chez Contact Entreprise? Est-ce qu'on t'a fixé un objectif? Comment ça s'est passé? Eh bien, on m'a expliqué, l'équipe qui était en place, c'était une équipe qui avait été élue en mars 2009, c'est-à-dire juste après février 2009. Et dans l'histoire, il faut se rappeler que juste avant février 2009, il était vraiment question d'abandonner Contact Entreprise parce qu'on n'était pas sûr que ça servait à quoi que ce soit. Et puis, pendant 38 jours, la durée du conflit de février 2009, les chefs d'entreprise se sont retrouvés boucs émissaires de tout ce qui se passait, incapables de communiquer, puisque de toute façon, ils étaient enfermés à l'intérieur de la préfecture à essayer de trouver des accords avec les syndicats et avec le préfet. Et ça a été c'est pendant cette période-là que des jeunes chefs d'entreprise se voyaient de temps en temps et avaient une réflexion sur comment faut-il faire pour que ceci ne se reproduise plus. Donc, février 2009, la Contact Entreprise a eu des vies et des morts, et la dernière renaissance de Contact Entreprise, c'est mars 2009, et c'est le produit direct du conflit de février 2009. Donc là, la feuille de route était toute trouvée. Il faut que l'entreprise cesse d'être le bouc émissaire de cette société pour tous les problèmes qui peuvent arriver. Et là, il y avait une stratégie claire. Il fallait mettre en place des passerelles avec tous les mondes qui étaient périphériques, c'est-à-dire aussi bien les élus, le monde politique, l'éducation nationale, l'université, le monde sportif, les associations, le monde culturel, etc., etc., de manière à ce que l'entreprise soit reconnue pour ce qu'elle est dans cette société, c'est-à-dire la seule créatrice de valeur, la seule dispensatrice d'emploi, parce que le service public s'était déjà terminé à cette époque-là. Et moi, si je devais résumer, Contact Entreprise devait s'attaquer à ce qui était le plus difficile dans toute société, c'est de changer les mentalités. Changer les mentalités, parce que il y avait une image de l'entreprise qui avait été forgée par la manière dont les gens connaissaient ou ne connaissaient pas l'histoire, d'ailleurs. Il fallait changer ça pour essayer de faire reconnaître la réalité du rôle de l'entreprise dans cette société. Et en gros, l'entreprise, c'est pas un problème, c'est même la solution. Voilà. Dans ma petite carrière, souvent, j'ai fait le choix de changer de poste, d'aller vers des aventures professionnelles et tout. J'ai par exemple jamais cherché à avoir un contrat, devenir un fonctionnaire. Ça ne m'intéressait pas. Alors que j'ai été très souvent en situation, puisque dans ma petite carrière, j'ai été souvent le collaborateur principal de l'élu qui décidait pour tout le monde. Si on prend mon dernier poste, j'avais été directeur de cabinet de Claude Lise pendant 2 ans, donc j'étais très bien placé, d'autant plus que Claude Lise est un ami, pour lui dire écoute, président, ou Claude, suivant le contexte, est-ce que tu peux faire le nécessaire pour que je sois titularisé? Et les gens qui étaient autour de moi, puisque c'était un peu l'ambiance, me disaient pourquoi tu fais pas ça, pourquoi? Ça m'a jamais intéressé. Moi, j'ai toujours vécu des aventures professionnelles. Et j'ai toujours fait les choses j'ai eu la chance. On ne peut pas toujours faire ça, mais j'en ai eu la possibilité. J'ai toujours fait les choses par passion. Et quand j'arrive, alors donc la règle, je parlais de règle, il faut toujours quitter les gens dans d'excellentes conditions, parce que on ne sait jamais à quel moment on retombe sur eux. Et ça, c'est même à l'échelle, j'allais dire mondiale. C'est-à-dire que je suis retombé à un moment sur mon patron à l'ambassade du Mali, l'ambassadeur Christian Conan. Des années après, je l'ai retrouvé ambassadeur de France en Haïti, et c'est avec lui que j'ai travaillé pour pouvoir faire des projets de coopération en Haïti. Évidemment, si ça s'était mal passé quand j'étais parti, il m'aurait même pas pris au téléphone.
Et c'est lui qui m'a sollicité parce que je le tenais au courant de ce que je faisais. Et il m'a appelé, j'ai besoin de vous parce que enfin, j'allais dire c'est une anecdote. C'est pas une anecdote parce que c'est important. Quand les cyclones passaient en Haïti, il y a une ville qui s'appelle les Gonaïves, qui est dans un bassin, au bout du bassin, et les gens sont immédiatement coincés dans le bassin, et ça se traduisait chaque fois par 2000, 3000 morts. Il y a eu un projet de coopération que j'ai initié avec l'ambassadeur, qui a fait qu'on a mis en place le Conseil général de Martinique, système d'information géographique, qui fait que chaque fois, les gens ont été prévenus qu'il y avait ce danger. Et chaque fois qu'un cyclone passe en Haïti, je me dis, ça fait 2000 morts de moins. Et c'est une des choses dont la Martinique peut être fière, simplement elle ignore totalement. Voilà. Et donc, quand je suis parti, on a fait une fête et tout, et ça s'est très, très, très bien passé. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut que tout le monde sache que je suis là tout de suite. Je ne vais pas attendre. Et je me rappelle que pratiquement dans la première semaine, on a fait une émission à RCI sur le problème du sponsoring sportif. Parce que je connaissais Georges Claude, qui est à RCI, qui anime cette émission qui est très connue en Martinique, le soir, sur le sport. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait que des entreprises viennent parler des actions de sponsoring qu'elles ont. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça, c'est fantastique et tout. Donc on a fait l'émission tout de suite. Donc les gens ont su, qui s'intéressaient à Contact Entreprise, que les choses avaient changé. Et puis tout de suite après, j'ai eu ce qui était peut-être une petite audace. J'ai fait une interview à Antilla. Et une interview qui était destinée à présenter Contact Entreprise, à expliquer les défis qui étaient devant nous et à, évidemment, me faire l'avocat des entreprises de ce pays, etc. Bon, évidemment, j'ai travaillé avant, ça s'est bien passé. Et quand l'interview a été publiée, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup touché. Moi, je dis le nom des gens tranquillement. C'est monsieur André Dorn, qui était à l'époque trésorier de Contact Entreprise, qui m'a envoyé un mail que j'ai gardé, que j'ai toujours, parce que ça a été une grosse source de motivation pendant les 10 années de ma présence à Contact Entreprise, où il disait, j'ai pas les citations exactes, mais je ne trahis pas ce qu'il disait en disant cette interview est formidable. Je me rappelle la phrase, vous parlez des entreprises comme peu de chefs d'entreprise peuvent en parler. Contact Entreprise est dans de bonnes mains et je suis fier d'être à Contact Entreprise. Au moment où il m'écrit ça, je ne connais pas Monsieur Dorn. Évidemment, je l'appelle, on se voit, etc. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'est née une amitié qui est toujours vivante jusqu'à présent. Donc ça m'a beaucoup... et puis, bon, j'ai trouvé une équipe quand même, c'est un terme qui est galvaudé, mais c'était quand même une dream team. Olivier Hugues Despointes était président, Michel Corridon était vice-président, il y avait Jean-Claude Boulanger, le secrétaire général de la Galeria, qui malheureusement nous a quittés. Voilà, il y avait également le secrétaire général du groupe Seine, son nom ne me revient pas. Voilà, et on se réunissait régulièrement, et puis on était dans une configuration un peu particulière. C'est Olivier Hugues Despointes qui a eu l'idée qu'on travaille non pas seulement avec les membres du comité directeur, mais avec tous ceux qui voudraient travailler régulièrement avec nous. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle le bureau, qui n'est pas statutaire. Si on cherche dans les statuts, le bureau n'existe pas. Et pourtant, c'est le bureau qui, chaque semaine, prend des décisions sur les actions de Contact Entreprise, répond aux sollicitations, décide qu'il faut réagir, qu'il faut aller sur les médias, qui choisit, par exemple, c'est dans les bureaux qu'on a décidé de
répondre à l'appel qui avait été fait par le président du conseil régional, Serge Letchimy. Il avait mis en place une procédure pour essayer de définir une direction pour l'économie de la Martinique. Moi, j'ai commencé à travailler au sein de ce groupe-là et je me suis rendu compte rapidement que si on continuait à travailler dans cette formation-là, les propositions qui seraient faites par Contact Entreprise ne seraient pas forcément identifiées parce que c'était une très très grosse machine. Il valait mieux qu'on en sorte et qu'on fasse notre propre travail, mais en partenariat avec, à l'époque, Martinique Développement, qui était présidé par Jean Cruzol. Et on a fait un partenariat avec Martinique Développement, qui a donné ce qu'on appelle le livre bleu. Et on a présenté ça à la région, etc. Ça s'est très bien passé. Ça a été la première fois que Contact Entreprise est allé vers un objectif de contribution à la définition de vision de ce que pouvait être le développement de la Martinique dans les années qui venaient. Et c'est là qu'on trouve la thématique de l'économie bleue, la thématique du rhum, etc., etc. Et puis après, chaque année, on a décidé de s'occuper d'un thème particulier. Et chaque fois, les décisions étaient prises au sein du bureau de manière totalement démocratique et tout. Et on décidait de la manière dont on allait travailler. On mettait en place les comités de pilotage. Et peu à peu, parce que personne n'avait fait ça avant nous, on a trouvé une méthode qui est une des raisons sans doute du succès de Contact Entreprise et de sa notoriété, parce qu'on a été de plus en plus perçus comme des gens qui proposaient des solutions et pas seulement des gens qui se battaient, par exemple, pour que la défiscalisation reste en place, etc., etc. Voilà. On est dans une dynamique qui est positive parce que les chefs d'entreprise sont des gens, je commence à les connaître maintenant après 10 ans de fréquentation, ce sont des gens c'est très curieux, hein, ce sont des gens qui sont optimistes, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les raisons objectives d'abandonner ou de réduire la voilure et tout, ils pensent toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, c'est des gens qui ont une espèce de force, un moteur qui est l'optimisme et qui se traduit dans des propositions et tout. Et ça a permis, dans une large mesure, de changer le climat politique en Martinique, parce que j'imagine vraiment que si Contact Entreprise n'avait pas existé, n'avait pas fait ses propositions, n'avait pas travaillé pour que s'impose dans le débat public un certain nombre de thématiques, eh ben, ce qui se serait passé, c'est que la vie politique se réduirait souvent à des oppositions entre personnes, etc., ce qu'on voit trop souvent à la collectivité territoriale de Martinique, par exemple. C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer parce que souvent, il y a des égos qui sont démesurés et qui font que on s'attache moins au fond des problèmes que parfois à la forme, etc. Donc, les choses sont comme ça, mais on a réussi souvent, avec tout le monde, avec toutes les majorités qui se sont succédées, on a trouvé les voies du dialogue, alors que chaque fois, à l'intérieur, on avait des adversaires qui étaient vraiment très déterminés parce que, idéologiquement, comme on représentait le monde de l'entreprise, c'était le monde économique, donc c'était l'ennemi. Il y a des gens qui avaient cette position au sein du PPM, il y a des gens qui avaient cette position au sein du MIM. Et au fur et à mesure, on a progressé. Et moi, j'en veux pour preuve le fait qu'il y a l'année dernière, on est arrivé à une situation qui n'était pas envisageable quelques années avant, où la collectivité territoriale de Martinique, l'Assemblée plénière, a voté à l'unanimité une motion de soutien à un projet
qui était présenté par Contact Entreprise. Je veux parler de la Cité du Rhum. Et ça, moi, je pense que ça, c'est une vraie date politique, une date dans l'histoire des relations entre le monde économique en Martinique et le monde politique. Ça prouve que notre combat, finalement, est compris par un certain nombre d'élus, sinon la totalité de ceux qui sont en place maintenant au sein de la CTM, et qu'il y a sans doute des efforts encore à faire, pour la bonne raison que, quand on regarde les choses, au sein de la CTM, je ne me rappelle jamais si c'est 51 ou 52 personnes qui sont en assemblée plénière, quand on cherche bien, je crois qu'il n'y a pas plus de 4 personnes qui ont l'expérience de la conduite d'une entreprise. Et c'est un véritable paradoxe parce que chaque mois, l'assemblée plénière et le conseil exécutif également prennent des décisions sur la vie et la mort des entreprises. Donc, notre travail, c'est d'avoir les relations les plus sereines et les plus... On n'est pas dans l'affrontement. L'affrontement ne produit jamais rien de bon. On est dans le dialogue, la discussion, et on essaie de mieux faire comprendre aux élus qui prennent des décisions, voilà, le poids que ces décisions ont sur le cours de la vie économique de ce pays. Moi, je dis souvent, et je le pense, que si en février 2009, une grande partie du peuple martiniquais, s'il existe, c'est une autre question, quand tout le monde, pratiquement, ou une grande majorité, s'est arrêté de travailler pendant 38 jours, en étant persuadé que ce type d'action pourrait générer des choses excellentes pour toute la population, c'est la preuve qu'on a vraiment un gros déficit de culture économique dans ce pays. Parce que la réalité, c'est que cette crise de février 2009, jusqu'à présent, on n'en est pas sorti. Et quand on discute, par exemple, avec les responsables de l'INSEE, ça a été un des gros déclencheurs de ce qu'on appelle maintenant, c'était déjà en cours, mais ça a été accéléré, la fuite des cerveaux et tout. Voilà, dont souffre la Martinique. Voilà, voilà un peu comment les choses se sont passées. Et donc, je crois qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses, parce que je reviens à la mission de départ telle que je l'ai interprétée. Il faut changer les mentalités de ce pays par rapport à la perception que les gens ont de ce qu'est une entreprise. Et il y a encore beaucoup de boulot. J'aurais aimé qu'on revienne sur la transition entre Olivier Despointes et Emmanuel de Rênal. C'est une continuité? Est-ce que c'est un changement radical? J'allais dire les deux, mon colonel. La continuité, parce que d'abord, il faut se souvenir que Emmanuel de Rênal faisait partie du groupe qui réfléchissait en février 2009 à la manière dont on pourrait faire pour que ne revienne pas février 2009. Donc, il a été dans l'équipe qui a décidé de rentrer à Contact Entreprise et de faire ce qu'ils ont fait en mars 2009. Et il participait aussi à tous les bureaux de Contact Entreprise. Donc, il était présent toutes les semaines. Donc, il avait complètement la culture. Il était à l'origine faisait partie de ceux qui étaient à l'origine de la renaissance de Contact Entreprise, et il était une cheville ouvrière sérieuse et tout. C'est avec lui qu'on a eu l'idée, par exemple, de la création de Libreco, l'émission qui a été mise en place sur ATV, etc. Et puis quand il est devenu président, ce qu'il a apporté en nouveauté, eh bien, ça vient tout simplement du fait qu'il est professionnellement, son métier, c'est la communication. Il dirige une agence de publicité, de communication, et il a mis l'accent sur les instruments avec lesquels nous devions travailler pour augmenter notre notoriété. Et bon, comme il maîtrise ça totalement, il a mis en place un certain nombre de choses et tout. Et puis,
Il y a un autre élément, je crois, c'est que c'est aussi... il a vraiment cette capacité, j'ai vu ça et je ne cesse de le voir, c'est un créateur. C'est un créateur, donc je crois qu'il observe beaucoup ce qui se passe à l'extérieur, les idées qui sont en l'air et tout. Il a la capacité de saisir une idée comme celle-ci et de la mettre en action, de la transformer en projet, de fédérer les énergies et on a bénéficié de ça pendant 6 ans. Les bases avaient été posées de manière extrêmement sérieuse par Olivier Hugues Despointes, qui est quelqu'un de très rigoureux, voilà. Et il a trouvé quelque chose qui lui a permis, quelque part, de s'épanouir en tant que président. Et donc, et puis après, bon, c'est quelqu'un aussi qui est audacieux et qui ne craint pas je pense, de faire certaines choses qui échouent et puis on recommence, etc. Voilà. Donc, et puis il a bénéficié du temps, puisqu'il est resté à Contact Entreprise, c'était pas prévu du tout, pendant 6 ans. Il a donné 6 ans de sa vie à Contact Entreprise. Et moi, je peux témoigner qu'une des caractéristiques aussi qui fait que être délégué général de Contact Entreprise, c'est une chance. La relation avec notamment les présidents, mais c'est la même chose avec les trésoriers, les vice-présidents, secrétaires généraux et tout. La relation est toujours très fluide. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une décision, d'un avis, d'une réaction de ces personnes qui sont soit au comité directeur, soit au bureau, il suffit de prendre mon téléphone, d'appeler les gens et s'ils sont en réunion, eh ben, ils me rappellent dans l'heure qui suit. Et donc, la caractéristique aussi, c'est peut-être par rapport à tout un tas d'organisations en Martinique, c'est la vitesse de prise de décision. Et donc, ça fait qu'on est toujours en dynamique. Contact Entreprise, c'est un peu une bicyclette, il faut que ça tourne tout le temps. Si ça s'arrête, ça tombe. Et depuis mars 2009, ça ne s'est jamais arrêté. Je fais souvent référence à la notion de think tank pour Contact Entreprise. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu en parles comme ça? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, un think tank, c'est bon, on peut aussi parler en français, c'est très simple. C'est un cercle de réflexion. Alors, moi, j'avais une expérience de cercle de réflexion parce que en 2012, j'ai toujours été donc militant socialiste et sans que je crois ces activités-là n'empiètent sur mon activité à Contact Entreprise. Souvent, ça a servi à Contact Entreprise parce que évidemment, j'ai un carnet d'adresses qui a fait qu'on a pu faire un déjeuner-débat avec François Hollande, avec un certain nombre de personnes comme ça. Et donc, j'avais une expérience, j'ai été un membre actif d'un think tank qui avait été mis en place par le Parti socialiste. Quand Ségolène Royal s'est présentée aux élections présidentielles, Ségolène a été battue par Nicolas Sarkozy. Et j'ai toujours fait partie des gens qui, vous savez, les gens qui font des notes, qui font des propositions, qui répondent quand il y a des armées de personnes qui grattent comme ça pour donner les réponses au candidat qui est en campagne et qui, lui, n'est pas omniscient, c'est pas possible. Donc, il a besoin de ce qu'on appelle, de manière un peu prétentieuse, les experts. J'ai toujours été un des experts quand il y a des campagnes électorales. Et donc, au moment où ça s'est passé, Ségolène a été battue, on a réfléchi, les experts qui avaient travaillé pour d'autres courants et tout, pas seulement pour Ségolène, sur les raisons pour lesquelles elle a été battue. Et notre conclusion a été la suivante, c'est que quand Ségolène elle a été battue, parce qu'elle n'avait pas pu bénéficier, à cause de la logique des courants, des écuries et tout, de toutes les compétences qui étaient réunies au sein du Parti socialiste français.
Et on a décidé un peu collectivement qu'il fallait que, quelque part, on sorte du PS. Évidemment, on continue à être militant, à être à jour de nos cotisations, travailler dans ce qu'on appelle les sections, etc. Mais qu'on crée une autre structure qui était, pour le coup, ce qu'on appelle donc un think tank, qui s'est appelé Terra Nova. Et Terra Nova a été mis en place pour que les experts, quelle que soit leur appartenance de courant, puissent travailler ensemble. Et on a commencé à travailler, à préparer l'élection présidentielle suivante. Pendant très longtemps, on a travaillé en fait, avec dans la tête le fait que le candidat serait Dominique Strauss-Kahn. Et puis, il y a eu la catastrophe que vous connaissez. Mais on avait déjà fait les travaux. Les choses étaient en place et tout. Donc, ça a servi. Il y a eu la primaire, etc. Et c'est François Hollande qui a été le candidat. Et il a trouvé, il a pu bénéficier pour sa campagne des travaux de Terra Nova. Et moi, c'est une expérience qui m'avait, parce que l'élection présidentielle a lieu en 2012 et on gagne en partie grâce à Terra Nova, j'en suis persuadé. Parce que le candidat était armé, avait réussi à fédérer et tout, ce qui était vraiment un exploit au sein du PS. Parce que moi, j'ai vécu notamment les oppositions entre Rocardien et Fabiusien. J'ai été vraiment parfois en première ligne sur ces choses-là. C'était parfois féroce. Voilà. Et là, on avait réussi à faire le tour de force Et donc, j'ai toujours eu en tête l'idée qu'une telle manière de fonctionner devait également profiter à la Martinique. D'ailleurs, Terra Nova national de France m'a demandé de mettre en place un Terra Nova Martinique, ce que j'ai fait. Et évidemment, je n'en ai pas pris la présidence parce que là, ça aurait sans doute gêné considérablement Contact Entreprise. Et la priorité pour moi, ça a toujours été de ne pas nuire à l'association qui me faisait confiance, les chefs d'entreprise qui me faisaient confiance. Mais on a quand même mis en place une équipe qui a fait un certain nombre de choses. Et puis, bon, les choses se sont un peu étiolées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais ceci en tête et j'ai été ravi de voir qu'on avait réussi finalement à faire Contact Entreprise quelque part se substituer au travail que devait faire Terra Nova Martinique. Donc on a occupé cette place qui est maintenant importante et qui fait que Contact Entreprise a des ambitions très sérieuses de s'attaquer même à des problèmes qui sont extrêmement difficiles, comme, pour aller vite, le vivre ensemble en Martinique, puisque toute l'actualité depuis plusieurs semaines montre que on n'a pas réussi, on ne réussit pas à faire ça, et que les blessures de notre histoire sont encore ouvertes, ce qui fait que un certain nombre de personnes peuvent venir remuer les couteaux dans la plaie et mettre en danger l'existence finalement d'un peuple martiniquais à une échéance rapprochée. Voilà. Et Contact Entreprise a toujours été dans la construction, dans la proposition, à partir du moment où on a commencé avec le livre bleu. Et il y a eu diverses thématiques, enfin je ne vais pas les détailler ici, mais j'observe par exemple, je trouve ça très frappant, on est dans une période où on est, au moment où on enregistre cette interview, on est à moins de 2 mois des élections municipales. Et comme, j'adore la politique, c'est toujours une grande partie de ma vie, je suis extrêmement attentif aux débats, j'écoute ce que disent les candidats, etc. Et je suis frappé par le fait que maintenant, tous les candidats, absolument tous, utilisent un mot qu'ils n'utilisaient pas il y a quelques années, le mot attractivité. Dans toutes les communes, on parle de l'attractivité de la commune et tout. Eh bien, moi, je remarque simplement que c'est
Contact Entreprise qui a imposé cette thématique-là dans le débat public en Martinique. Quand on quitte une aventure comme celle de délégué général de Contact Entreprise, qui aura duré pratiquement 10 ans, on est forcé de faire un bilan. Et comme c'est un bilan entre vous et vous, vous essayez de faire un bilan qui est, qui est sincère. Alors bon, il y a tout un tas de choses positives dont j'ai déjà parlé, mais j'ai quand même un regret, mais même si je tempère cela en disant, écoute, on ne peut pas tout faire, il se trouve que dans ma petite carrière, à un moment, j'ai été diplomate et j'ai eu la chance d'être diplomate au Mali. Je travaillais à l'ambassade de France au Mali, à un moment où j'avais été appelé et on m'avait proposé ce poste. On était venu me chercher jusqu'au fond de la Guyane où j'étais à l'époque directeur de cabinet d'Antoine Karam, président de la région Guyane. Les services français m'avaient contacté en me disant écoutez monsieur, on vous a identifié et on voudrait vous proposer de travailler au sein de l'équipe du nouvel ambassadeur de France à Bamako, au Mali. Et à l'époque, c'était parce que le Mali était devenu membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous savez qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a 5 membres qui sont ce qu'on appelle les membres permanents, États-Unis, Chine, j'allais dire URSS, Fédération de Russie, l'Angleterre et la France. Ce sont les 5 membres permanents qui conduisent finalement l'organisation et ont un droit de veto. Et puis, à côté, on a essayé de corriger ça un petit peu, même si on n'y est pas arrivé totalement, pour que le monde entier soit représenté. Il y a tous les 2 ans une élection par les groupes, ce qu'on appelle les groupes géographiques, c'est-à-dire que le groupe Afrique présente un candidat, le groupe Asie présente un candidat, etc. Et le groupe Afrique avait présenté comme candidature le Mali. Et donc le Mali était devenu membre non permanent du Conseil de sécurité, mais il participait aux décisions et il votait ou pas les résolutions, sans avoir droit de veto. Mais c'était important. Donc il était important, dans le système diplomatique français, que le Mali partage nos visions et vote les résolutions qui étaient soit présentées, soit soutenues par la France. Et c'était compliqué parce qu'on était dans une période de relations difficiles avec le Mali, notamment à cause des fameux charters Pasqua. Vous vous rappelez qu'à un moment, Pasqua, il remplissait les charters et les Maliens étaient renvoyés sans grande considération de leur dignité. Et les Maliens étaient furieux contre la France. Et donc, le boulot, c'était qu'on trouve une équipe qui soit capable de reconstruire des liens de confiance et tout. Bon. Et il se trouve que... Donc, pourquoi ils m'ont trouvé en fait, c'était pas vraiment Jean-Paul Jouanel qui les intéressait. C'était le fait que Jean-Paul Jouanel était le fils d'une espèce de héros national malien, parce que mon père a été un compagnon de Modibo Keïta, qui a été le premier président du Mali. En fait, il était ce qu'on appelle en français un agent double. Il était un des personnages principaux de l'administration coloniale française. Il était à l'époque ce qu'on appelait commandant de cercle de Ségou, qui était la 2e ville du Mali. Et en même temps, il était membre clandestin d'un parti qui luttait pour l'indépendance, qui s'appelait l'USRDA, et qui était, évidemment, de temps en temps, réunissait ses instances et tout. Et mon père était membre du comité central de l'USRDA, membre clandestin. D'ailleurs, sous la colonisation française, il était un des dirigeants de l'USRDA qui luttait contre la colonisation française. Et une fois que la colonisation française, en août 60, le Mali a eu son indépendance, mon père a fait ce qu'on peut appeler un coming out. Il a révélé quelles étaient ses vraies idées politiques et tout. Et son sort a fait partie de la négociation qui a lieu à cette époque-là entre les Français et les Maliens.
Et les Maliens ont défendu l'idée qu'il fallait que Joannel reste pour être un des collaborateurs des ministres, du président, etc. Donc, les Maliens qui ont fait ce travail-là considèrent mon père comme vraiment ce qu'ils appellent d'ailleurs un compagnon, et puis comme un de ceux, c'est ainsi que j'étais salué, quel que soit l'endroit où j'allais au Mali, on me disait toujours, tu es le fils de celui qui a ouvert la voie. Donc, les services français m'avaient identifié et savaient cette histoire-là, et ils m'ont demandé de venir pour pouvoir aider l'ambassadeur à remettre de l'huile dans les rouages, etc. Et donc, je suis resté en poste au Mali pendant 2 ans avec cette mission-là. Donc, c'était faire ce qu'on appelle de la diplomatie d'influence, de relations et tout, pour discuter avec les gens et tout. Et il y a eu de très grands moments. Je suis allé... L'actualité, hélas, nous montre que le problème n'a pas été résolu. La France travaillait avec l'État du Mali à l'époque à trouver une solution à un problème qui existe depuis l'indépendance du Mali, c'est-à-dire le fait que les Touaregs du Nord ne se sont jamais totalement reconnus au sein de l'État malien qui était dirigé par d'autres, notamment les Noirs du Sud. Et je me rappelle que j'étais allé faire une conférence à Tombouctou devant tous les chefs de tribus qui étaient venus, conférence organisée par le gouvernement malien, pour expliquer ce qu'était en France la décentralisation et comment elle pourrait s'appliquer, servir non pas de modèle mais d'inspiration pour que les aspirations des Touaregs à une certaine autonomie soient respectées au sein de l'État malien. Et j'ai jusqu'à présent un courrier qui avait été adressé par le ministre de la décentralisation à l'ambassadeur de France au Mali pour dire à quel point il était ravi que j'ai pu faire cette conférence, l'effet que la conférence avait eu, etc., etc. Bon, mais ce qui s'est passé après montre que le problème n'a jamais été résolu et il est toujours actuel et au cœur de la guerre que l'État malien est en train de conduire contre les terroristes Al-Qaïda, etc., AQMI et compagnie. Voilà. Donc, c'était ce travail-là. C'était aussi quand on constatait que dans la presse, tel personnage considérable s'exprimait dans une opposition à la France et tout. Bon, il s'agissait de l'approcher, de discuter avec lui, d'essayer de le convaincre que s'il avait cette position, c'est qu'il ne connaissait pas forcément très bien ce dont il parlait. Donc c'est délicat d'exprimer cela à des gens qui en plus étaient la plupart du temps plus âgés que moi. Et on est en Afrique. Donc c'est un peu compliqué. Et après, bon, il fallait faire le travail et tout. Et ça pouvait aller jusqu'à l'ambassade finançait des voyages. Ça fait partie de l'influence pour que les personnages comme ceux-là puissent aller à Paris et rencontrer d'autres personnes. Et en général, après, ils revenaient un peu convaincus, parfois, que finalement, leur position était un peu extrême et ne correspondait pas à la réalité. Voilà. Et ça, pendant 2 ans, j'ai fait ce travail de manière vraiment intense, mais pour expliquer comment c'était facile. Être le fils de Félix Joannel était un avantage dans cette situation. C'est que je suis arrivé au Mali un dimanche. Le lundi soir, il y avait un cocktail à l'ambassade de Russie au Mali et l'ambassadeur m'a dit il faut y aller, on va vous présenter à tout le monde, il y aura tout le corps diplomatique là et tout. Effectivement, on me présente et tout, je rencontre un certain nombre de personnes et à un moment, on me dit le grand monsieur qui est là, c'est un député de Caille. Caille, c'est une grande ville au Mali, une ville du Nord où il fait très très chaud. On va vous présenter à ce député parce que c'est un des piliers de la majorité parlementaire, etc.
Et moi, j'arrive, on me présente, voilà notre jeune collègue qui vient d'arriver, Jean-Paul Joannel et tout. Et immédiatement, le député en question dit ah, j'ai connu un Joannel dans le temps. Et comme je connais l'histoire et tout, évidemment, je lui réponds, et l'ambassadeur appelait ça après les mots magiques. Je lui réponds la phrase suivante: je suis son fils aîné. Et à ce moment-là, le gars me prend dans ses bras et il me dit que Dieu soit loué. Enfin, c'était un musulman pratiquant, etc. Que Dieu soit loué. Mon fils, tu es revenu, tu es chez toi, je vais t'accueillir et tout. Et il me fait jurer de venir le voir à Caille et tout ce que j'ai fait. Et il y a une fête grandiose pour mon arrivée. Enfin, voilà. Je raconte ça pour expliquer que, avant même que je n'ouvre la bouche, pratiquement, j'étais accueilli parce que j'étais le fils d'eux. Et ça s'est renouvelé sur tout le territoire du Mali. Je n'ai cessé de rencontrer, quand j'allais en mission à gauche, à droite, à Tombouctou, un peu partout, des gens qui étaient ce qu'on appelait des compagnons de mon père. Je me rappelle, par exemple, être allé dans une fête qui est maintenant patrimoine commun de l'humanité. Ce qu'on appelle la traversée de Bœufs. C'est une fête Peul qui se réalise au moment où les bergers Peul, en même temps que les pluies qui avancent, parce que les pluies descendent au fur et à mesure de la saison, ils traversent le fleuve Niger. Et au moment où ils traversent le fleuve Niger, il y a une grande fête, qui est une fête Peul, avec ce qui est frappant, c'est la beauté des costumes des femmes, avec leur maquillage, les bijoux en or, etc. J'ai fait des photos magnifiques que j'ai jusqu'à présent. Et j'arrive là avec l'ambassadeur. C'est un tout petit village, hein, mais qui est connu uniquement à cause de cette fête et qui, quand il doit y avoir, c'est pas, peut-être 100 personnes quand il n'y a pas de fête. Mais là, il y a vraiment des milliers de gens qui arrivent et tout. Et là, l'ambassade de France va participer, et je suis dans la délégation avec l'ambassadeur. Et j'arrive, on se fait présenter un certain nombre de personnes et tout, et l'ambassadeur dit je vous présente Monsieur Joannel et tout, et j'ai connu un Joannel, enfin, ça se renouvelait comme ça chaque fois. Et au moment où je dis ça, donc, le gars me prend dans ses bras, ça se passe toujours comme ça. Et puis il me dit, il faut que, quand est-ce que vous partez? L'ambassadeur dit, on doit repartir ce soir, mais l'ambassadeur était quelqu'un d'intelligent, mais je vais vous le laisser, et puis je vais envoyer un chauffeur vous le chercher dans quelques jours. J'avais pas de vêtements, rien du tout, hein. J'avais les vêtements que j'avais sur moi. Et j'ai finalement été hébergé par ce monsieur, qui était directeur d'école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, Joannel, il me tutoyait, je vais aller chercher d'anciens camarades de ton père, d'anciens compagnons de ton père, et ils vont venir et tout et tout. Et donc moi, on me présente tout le monde, je pars avec ses enfants, qui sont responsables de tout ce que je vais faire, qui m'emmènent partout, qui me présentent. Bon, moi j'en profite pour faire un maximum de photos et tout, c'est merveilleux. Et à un moment, on va se coucher et tout, et on me réveille, et il doit être 2h du matin et tout, et il est revenu, le monsieur, avec 6 personnes, j'étais crevé. 6 personnes qui étaient venues voir le fils de Joannel. Et donc, on me réveille et tout, bon, plus ou moins, je me rhabille et tout, et on s'assied avec le feu au milieu, sous les étoiles et tout, et il commence à me raconter ce que mon père a fait, les anecdotes, etc. Et ça a duré jusqu'au matin. Donc, il y a eu de très, très, très grands moments comme ça. Je me rappelle une autre période où on est sur la route, on est en mission, j'ai un chauffeur de l'ambassade, et on rentre dans la nuit, et à 1h du matin, on passe dans une localité dont mon père a été le commandant de cercle. Il a commencé à cet endroit-là et tout. Et je dis ça au chauffeur, et le chauffeur me dit, et je considérais que c'était un peu
la personne qui me disait tout ce qu'il fallait faire sur le plan des traditions, comment respecter les gens. Ce qui est fondamental, mais peut-être plus qu'ailleurs en Afrique chez les Maliens, puisque c'est un pays de haute civilisation. Et à ce moment-là, on traverse la ville et il me dit ah, il faut que je fasse demi-tour. Alors je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, on va aller chez lui et on va le réveiller. Le gars, il est l'équivalent de préfet. Et moi, je lui dis attends, à Douaman, c'est pas possible. Il est 1h du matin et tout. Et le gars me dit écoute, patron, c'est comme ça qu'il m'appelle, si on passe sans s'arrêter, il t'en vaudra toute sa vie. Tu ne peux pas faire ça et tout, il faut aller le réveiller. Donc, comme il me dit ça, on y va, quoi. Et on réveille les gens. Alors, tout le monde dort dans la ville, quoi. Et à ce moment-là, les gens ouvrent la porte et tout, et il explique qui je suis et tout et tout. Et rapidement, toute la maisonnée est réveillée. Il nous fait rentrer, etc. Parce que dans l'esprit du préfet, puisque ça avait changé avec les titres, ce qui était fondamental pour lui, c'est que j'étais le fils de quelqu'un qui l'avait précédé. Donc, il avait le plus grand respect pour tous les gens qui l'avaient précédé dans ce poste-là. Et donc, on a mangé, on a bu, etc. Et après, il m'a dit, il faut absolument que je t'emmène au bureau pour voir quelque chose. Il est à ce moment-là, il est 4 heures du matin et tout, donc j'ai totalement perdu tout contrôle de la situation et j'ai toujours Abderrahmane qui est à côté de moi et qui me fait signe qu'il faut y aller. Et donc on y va, on traverse la rue et tout, il habitait en face de son bureau, on fait ouvrir le bureau, on a réveillé tout le monde. Tous les gars qui s'occupent de la sécurité sont au garde à vous, etc. Et on rentre dans le bureau et il me montre une grande plaque en bois où il y a simplement le nom de tous ceux qui avaient commandé ce qu'on appelait le cercle, c'est-à-dire une préfecture, dans l'histoire administrative de ce territoire. Et à ce moment-là, il me montre le nom de mon père, telle année, etc. Et il me dit, je voulais te montrer ça, parce que si on est là, c'est en partie à cause de lui. Et là, c'est très émouvant. C'est très, très, très émouvant parce que il fonctionne souvent, les Maliens en tout cas, toute ethnie confondue, fonctionnent souvent comme ça. Le passé a une extrême importance. C'est des gens qui savent d'où ils viennent. Et je vais terminer par une dernière anecdote parce que cette partie-là, je pense que quelque part, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Il y a des moments où on peut rêver. Il y a au Mali et dans toute l'Afrique de l'Ouest quelque chose qui s'appelle la parenté à plaisanterie. Alors, c'est très curieux, c'est-à-dire que ça se passe entre clans. Entre certains clans qui se sont, dans l'histoire, largement étripés, etc. Il y a maintenant une manière de se rappeler cette histoire-là et en même temps s'en moquer parce que le présent fait qu'on a triomphé de cette histoire-là. Alors, je raconte simplement une fois comment ça s'est passé. Un jour, donc, dans mon travail, je suis amené à rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Mali parce qu'il y avait une résolution après au Conseil de sécurité et tout. Et donc, moi, j'avais un chauffeur, les noms sont importants, qui s'appelait Diarra. Mon chauffeur était quelqu'un, Diarra, ça veut dire guerrier. Diarra était mon chauffeur et mon garde du corps, quelque part. Et il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire. J'étais en train de lui apprendre à lire et à écrire. Il apprenait à lire et à écrire très vite. Et moi, je suis avec un ministre des Affaires étrangères qui a fait les plus grandes écoles du monde. Je crois qu'il avait fait Harvard, etc. Bon, donc c'est le top de la société, évidemment, malienne. Et la scène se passe ainsi. On a fini de déjeuner. On sort
de l'endroit où on déjeunait, qui est un hôtel international. On est sur les marches et tout. Et moi, je vois mon chauffeur qui est un Diarra et le ministre des Affaires étrangères est un Sidibé. Il y a un Sidibé qui a été directeur des services techniques en Martinique ici, qui est un ami, et au Conseil général. Et donc, je vois et je sais qu'il y a une parenté à plaisanterie entre les Diarra et les Sidibé. Et moi, je prononce les mots suivants. Je dis, Monsieur le ministre, je ne résiste pas au plaisir de présenter un Diarra à un Sidibé. Et au moment où je dis ça, Diarra est venu vers nous parce qu'il s'occupe aussi de ma sécurité. Donc il est venu, il m'attendait dans la voiture. Il est venu tout de suite, tout près. Et je les présente comme ça. Et mon chauffeur dit, j'ai entendu Sidibé. Et le ministre dit, oui, Sidibé, je suis. Et c'est un peu solennel, quoi. Et à ce moment-là, le chauffeur en question, dont je vous ai dit qu'il est un analphabète, qui ne sait pas écrire, etc., et il s'adresse au sommet. Il lui répond, vous, les Sidibé, vous avez été nos esclaves. Et à ce moment-là, le Sidibé répond, mais si tu es là pour dire ça, c'est parce qu'on vous a sauvé à la bataille, etc. Vous aviez couru devant telle autre ethnie, etc. Et c'est nous qui sommes venus à votre secours et tout. Et à ce moment-là, l'autre répond, oui, mais à la bataille d'un tel, etc., telle ethnie, ils avaient pris vos femmes et tout, c'est nous qui sommes allés les libérer. Hein? Vous n'êtes même pas capable de protéger vos femmes et tu parles devant moi comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis l'autre, ça dure pendant un moment comme ça. Les types sont très sérieux. Et on se dit, ils vont se foutre sur la gueule à un moment. Et il y en a toujours un qui éclate de rire. Et à ce moment-là, ils se prennent dans les bras, ils rient ensemble, ils dansent ensemble en riant. Et voilà comment ils envisagent ce qu'a été le passé, qui a été souvent un passé de massacre, de guerre entre eux. Voilà. Voilà, voilà, c'était mon message d'espoir. Comprendront ceux qui voudront comprendre. Belle histoire, hein. Je ne connaissais pas tout ce volet malien de ton histoire, notamment par rapport à ton père. Tu n'en as jamais fait état. Ouais, non. Il ne semble pas que tu en aies parlé vraiment. Tu as beaucoup parlé effectivement du Mali, mais tu n'avais jamais, je ne savais pas ce côté paternel là, qui était un influent au Mali. Je découvre ça avec intérêt, puis je découvre encore que tu connais bien ces cultures en fait. Hein, qui sont mais les premières études, d'abord j'ai été enfant dans ça, donc j'avais des amis maliens, etc. À l'époque soudanais, on disait, puisque c'était avant l'indépendance. Et puis après, quand j'ai été en âge de faire des études, j'ai décidé de faire histoire de l'Afrique noire. J'ai fait une licence d'histoire orientée en spécialité Afrique noire à la Sorbonne. Et c'était pas... Tu sais, en parlant de ça, là, maintenant, c'est très personnel ce que je te dis, je comprends mieux c'est pas ton attachement, parce que je pense que c'est naturel, mais tes racines, en fait, très profondes. C'est bien, hein, c'est superbe. Mais ton père, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, mon père, il a eu une carrière... donc, il a été collaborateur de ministre, puis du président au Mali. Le président a été renversé. À ce moment-là, comme il était toujours payé par la coopération française, il est reparti à Paris pendant 1 an. Ça s'est très mal passé, il ne supportait pas, enfin bon, parce qu'il avait perdu le contact. Depuis ses études, il était parti et tout. Et il a été contacté par un de ses anciens professeurs, un certain Léopold Sédar Senghor, qui avait été son professeur de linguistique à la grande école qu'il avait faite, qui s'appelle l'ENFOM, l'École nationale de la France d'outre-mer. C'était quelle année, ça? Ça, c'était dans les années... fin des années 50. Fin des années 50. Ouais. Début des années 50, puisque je suis né en 52, et son premier poste, il l'a eu en 52. Donc, il avait fini l'école et tout. Et donc, il est reparti au Sénégal. Il est parti au Sénégal. Et là, il a été collaborateur de Senghor à la présidence de la République.
Et moi, quand je suis allé saluer Senghor, je suis arrivé, j'avais pris ma moto depuis Ouaga pour aller à Dakar à travers, des trucs pas possibles. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, il faut aller voir le président. On est allé voir le président. Et le président m'a rappelé un truc que j'avais oublié. Je l'avais reçu à Ségou quand j'avais 6 ans. C'est un épisode un peu curieux. Il était de passage à l'époque, avant l'indépendance, à Ségou. Et je me rappelle bien maintenant, puisqu'il m'avait rappelé ça, que ma mère était en retard. Il est arrivé dans ce qu'on appelait la résidence, où mon père résidait, et c'est moi qui l'ai accueilli. Et ma mère nous avait éduqués et tout, m'avait éduqué moi en particulier. Donc j'étais capable de dire aux visiteurs, vous êtes arrivés depuis combien de temps et qu'est-ce que vous venez faire ici, quels sont vos objectifs et tout, est-ce que vous avez déjà tous vos rendez-vous. À 6 ans, je savais faire ça. J'étais, quelque part, ça avait un petit côté chien savant, quoi. Mais j'avais été éduqué comme ça et il avait été très surpris et ça l'avait marqué. Et il m'a ressorti ça, c'est pas, peut-être 19 ans après. 19 ans après. Et, voilà. Et donc, dans l'histoire de ton père, il est martiniquais? Il est martiniquais. Il est parti donc en Afrique comme plein de... Beaucoup de Martiniquais. C'est la génération, c'est très identifié. Voilà. Il a eu... Les Martiniquais partaient pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient attachés à des fonctions publiques, à la fonction publique? Il y avait ça. On les envoyait là. Il y avait ça, et puis il y avait des gens qui partaient pour des raisons idéologiques. Idéologiques aussi. Toi, René Maran, etc. C'est un administrateur de la France d'outre-mer. Absolument. Dans les années 60, 50. Ouais. Et pendant très longtemps, ces gens-là sont restés et ont accompagné les indépendances. Ouais. Pendant très, très, très longtemps, le secrétaire général de la présidence de Houphouët-Boigny était un Martiniquais pendant des années et des années. Philippe, je ne me rappelle pas quoi, etc. Il y a une communauté martiniquaise jusqu'à présent à Abidjan qui descend de ces gens-là. Qui descend de ces gens-là. C'est intéressant. On en parle peu de cette période d'influence de l'Afrique. Maintenant, on est un peu... il y a plusieurs personnes qui ont été ministres, etc. Il y a 2 ou 3 personnes. Guy Tyrolien, le Guadeloupéen, ça a été un ministre malien. Ils sont partis en Afrique comme ça. Non, et tous ces gens-là étaient complètement, comment dirais-je, leur maître, c'était Aimé Césaire. Mon père, Aimé Césaire a enseigné pendant 4 ans au lycée Schellcher. Et mon père a eu la chance d'être un des élèves d'Aimé Césaire. Et ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Il m'en a toujours parlé, quoi. Et moi, quand j'ai trouvé Césaire, moi j'ai rencontré Aimé Césaire à l'Assemblée nationale en 1981. Et on m'avait dit, il faut que tu dises que tu es le fils de Félix Joannel. Je me suis présenté comme ça, et à partir du moment où je me suis présenté comme ça, Césaire m'a toujours appelé Petit Joannel. Et les gens, c'est pas Claude Lys, tout ça, ils comprenaient pas. Moi, je disais rien. Ils savaient pas pourquoi il m'appelait comme ça. Et donc, j'ai toujours eu une relation... comme beaucoup de Martiniquais, chacun a sa relation avec Aimé Césaire quelque part. Moi, j'ai une relation qui est basée sur le fait que jusqu'à présent, le PPM ne sait pas ça. Moi, j'étais assistant parlementaire et j'ai été le premier assistant parlementaire noir à l'Assemblée nationale. Aimé Césaire n'avait pas d'assistant parlementaire, il n'avait pas de bureau. Et donc, on avait eu, je ne sais pas comment, une espèce d'accord où c'était moi qui ouvrais son courrier et qui lui signalait tel truc, etc. Et j'avais une relation uniquement avec lui. Et donc, et quand, par exemple, il devait prendre, ne serait-ce demander un temps pour un discours, pour la discussion d'un projet de loi, etc., c'est moi qui descendais à la réunion du groupe pour demander, Monsieur Aimé Césaire demande 5 minutes, 6 minutes, voilà. Et moi, je le rappelais, je lui disais, ils sont OK, etc. Voilà. Donc, j'ai eu une relation comme ça avec lui un peu particulière. J'étais assistant parlementaire de Frédéric Jalton. Et Frédéric Jalton savait ça, hein, il était tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord.
Je faisais la même chose pour... mais lui, il avait un bureau pour un Guyanais qui s'appelle Élie Castor, qui était président du Conseil général, donc qui était souvent en Guyane. Et moi, j'avais la clé de son bureau. C'était autre chose. Castor, c'est celui qui a été classé, qu'on voit partout en Guyane. Ouais. Et Élie Castor, c'est vraiment un ami. Hein. C'est vraiment un ami. J'ai vu, il y a même un bouquin sur lui que j'ai pas acheté. Ah oui, oui. Un bouquin sur tout ce qui... Apparemment, c'est un peu le... Ah non, ça a été un grand Guyanais, vraiment. Le mec qui a construit beaucoup. Enfin, il y a eu deux versions. J'ai entendu des gens qui ont beaucoup critiqué. Moi, j'y étais parce que j'ai vu un bouquin sur ce gars-là. Mais sur le bouquin, comme si c'est celui qui a construit plein de trucs. Et certaines personnes m'ont dit, oui, mais il a beaucoup dépensé aussi. Ça me fait penser à, comment tu l'appelles, Capra. Ouais. Tu sais, à l'époque... Élie Castor, c'est pendant la décentralisation? Oui, c'est pendant la décentralisation. Il a été directeur de cabinet il a été président du Conseil général. Et le frère d'Antoine Karam, le grand frère d'Antoine Karam, était chef de cabinet de Castor. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Guyane. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a manifestement beaucoup de francs-maçons qui croient que je suis franc-maçon. Et je n'ai jamais fait de communiqué de presse pour dire que je ne l'étais pas, parce que ça m'a servi, pour dire les choses clairement. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Élie Castor avait une directrice de cabinet qui s'appelait Janine Abricot. Et Janine a eu elle est partie un moment au Sénégal et elle est tombée malade et elle a été liquidée en 2 temps 3 mouvements et elle est morte. Et donc, il y a eu un enterrement en Guyane. Et moi, à l'époque, j'étais directeur de cabinet du maire de Saint-Martin. Donc, j'ai pris un avion pour assister à l'enterrement, parce que Janine, c'était vraiment une très bonne amie. Et quand je suis arrivé, donc, tu connais la Guyane, non? Tu connais l'hôtel Amazonia? Oui. Et ouais. Donc, Élie Castor avait pris en charge les gens qui venaient de l'extérieur et qui venaient pour des raisons amicales, politiques et tout. Et il m'avait pris une chambre à l'hôtel Amazonia. Et c'est Roger Karam qui s'occupait de ça. Donc j'arrive l'après-midi et tout. Et donc je vais me reposer un peu. Et Roger me dit, qu'est-ce que tu fais, etc. Je dis, moi, j'ai rien à faire, puisque je suis venu pour l'enterrement qui a lieu le lendemain. Et il me dit, si tu veux, on peut rester ensemble, mais bon, ce que j'ai à faire n'est pas très folichon. Il faut que je prépare la cérémonie dans le temple. Qui n'est pas très loin. Dans le temple qui n'est pas très loin. Et à ce moment-là, je lui dis, OK, donc on va manger chez une de ses maîtresses, et puis on va au temple pour préparer la cérémonie. Donc, et comme c'est au centre de Cayenne et tout le monde a su qu'il y a un type de l'extérieur qui était arrivé l'après-midi et dans l'esprit des gens qui étaient venus pour préparer la cérémonie, etc. Alors que ce qu'on faisait, il m'a expliqué 2-3 trucs, la porte sud, la porte nord, comment ça se passait et tout. Mais ce qu'on faisait essentiellement, en fait, on enregistrait de la musique on connaissait la musique qu'aimait Janine Abricot. Donc on avait enregistré des trucs pour le fond musical de l'enterrement. Et moi, le lendemain matin, je me dis, mais bon, Janine faisait partie de l'association. J'étais membre du bureau de l'association des directeurs de cabinet, de collectivités socialistes ou apparentées. J'appelle mon président, qui est le directeur de cabinet du maire de Nantes, et je lui dis, tu sais, Olivier, on a perdu une camarade, Janine Abricot, et je suis en Guyane. Je vais participer à son enterrement. Est-ce que tu me donnes la permission d'acheter une gerbe au nom de notre association et tout? Il me dit, évidemment, c'est très bien que tu m'as appelé et tout. Je ne savais pas que Janine était décédée, etc. Bon. Et je vais au truc de fleurs qui est à côté du cimetière. Et puis, bon, je prends une gerbe et tout. Association des directeurs de cabinet socialistes et tout. Et quand on livre le truc et quand on organise le cortège, les choses se passent comme ça. Moi, je suis la personne qui ouvre le cortège. Donc, ça a renforcé le truc dans le sens de la tête des gens que moi, j'étais un dignitaire franc-maçon qui était venu organiser le truc et tout. Et après, l'après-midi, elle a été enterrée l'après-midi comme on fait à Cayenne.
J'ai traversé l'avenue de Gaulle, enfin tout ce que tu connais là, en tête du cortège et tout, RFO et tout, c'est moi qu'on voit. Et puis je suis parti, puisque j'étais pas en vacances, j'étais venu pour l'enterrement. Et dans la tête des Guyanais, Roger m'a appelé et puis il m'a dit « Tu es con de ne pas rentrer parce que tu as déjà un prestige avant que tu rentres. » Donc, dans la tête des Guyanais, je suis franc-maçon et tout. Et les Guyanais ont beaucoup de relations avec les francs-maçons ici en Martinique. Si bien qu'en Martinique, beaucoup de francs-maçons pensent que... Un exemple, je te donne un. Le maire, l'ancien maire qui a précédé Didier Laguerre à Fort-de-France, qui est franc-maçon, etc. Chaque fois qu'il me salue, qu'on se voit à Tropicatrium, etc., il me fait une pince appuyée. Et moi, je lui réponds avec la pince. Non, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute... Tu joues de la supercherie. Voilà. Non, mais non, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, voilà. Et en plus, et j'ai eu tellement d'amis, bon, c'est pas Michel Édouard. Tu n'as jamais entendu parler de Michel Édouard, qui est le fils de Marceau Édouard. Qui travaille au Conseil général. Alors, Michel Édouard, il a travaillé avec Claude Lise parce qu'il était directeur d'une SEM Nord-Caraïbes. Mais c'est un jeune, Michel Édouard, non? Il a mon âge. Il a ton âge? Et on a un point commun, on est sans doute les seuls types qui étaient membres de la fédération du PS à notre âge, quoi. On était jeunes. Je ne sais pas si tu sais que quand Mitterrand a gagné en 1981, les gens étaient tellement tristes en Martinique que ceux qui avaient fait campagne pour Mitterrand n'ont pas osé fêter. On n'a pas fêté. Ah bon? Ah non, c'était la désolation. La petite voiture jaune n'allait plus passer. Il allait nous larguer, indépendance et tout. Parce que la droite avait fait campagne sur ça et c'était passé. Mitterrand avait été écrasé ici. Je me souviens, il y a eu une espèce de... J'étais là en Martinique. Et ce qui a motivé, dans l'histoire, le fait qu'Aimé Césaire, après, a fait le moratoire. Parce que, comme il dit, il faut aller au pas du peuple, et le peuple, il pâtait par les pièces pour... Même la décentralisation, c'était le prélude de leur gage, etc. Les types ont combattu ça à mort.